Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo, cette semaine, après quelques semaines où il n'y en a pas trop eu. Déjà, merci à tous parce qu'on a atteint les 1000 abonnés sur la chaîne. Donc ça, c'est un joli challenge. Je suis très content d'y être arrivé. J'espère que ça va continuer. On va faire ce qu'il faut pour. Donc merci à tous de vous être abonnés. Si vous êtes sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire. Et là aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire comme vidéo, c'est un sujet qui nous concerne tous, qu'on soit développeur indépendant, dans des grosses entreprises ou dans les plus grosses entreprises comme Apple, Microsoft et ainsi de suite. Il y a des attaques qui sont très très simples, qui passent par en fait les librairies qu'on va installer. Ça s'appelle les supply chain attacks. Et on va en parler tout de suite dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est excessivement simple à réaliser et donc il faut s'en protéger. Et ça aussi, pour le coup, c'est excessivement simple de s'en protéger. On regarde ça tout de suite dans la vidéo. Les attaques par le biais des librairies externes. Supply chain hack, ça s'appelle en anglais, si vous voulez chercher sur Internet. En fait, ça va être assez simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un développeur, il ne refait pas tout depuis le début, depuis zéro, quand on développe un logiciel. Très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des librairies qui font très bien quelque chose, par exemple le réseau, par exemple certains points de graphisme, et ainsi de suite, des animations dans mon application, et ça va me simplifier la vie, j'ai pas besoin de le refaire, j'utilise juste cette librairie, ce framework qui est connu, qui est maintenu, utilisé par une communauté dont j'ai du support, et à partir de là, je vais pouvoir développer mon application. Ça, c'est très très courant, et en Node, par exemple, il y a les librairies qui utilisent le dépôt NPM. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est npm install, on donne le nom de sa librairie, et puis ça se télécharge automatiquement, c'est au sein de mon application. Tout ça, ça va se packager comme il faut quand je vais mettre mon application, builder mon application pour la rendre disponible à mes utilisateurs. Le truc, c'est que on va très souvent devoir mettre à jour ces librairies, parce qu'elles continuent d'exister, elles continuent de grandir, c'est du logiciel, ça vit. Et le problème, en fait, c'est que ces librairies peuvent très bien avoir des failles, volontaires ou non volontaires, qui vont apparaître au sein de mon application, à cause de ces librairies que j'ai mis à jour de façon un peu automatique, parce qu'on fait un npm update. On fait confiance aux développeurs de la librairie en question, mais en fait, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est une équipe, on ne sait pas si c'est une seule personne, et ainsi de suite. Voilà pour le topo global. Ce qu'on fait quand on développe, pour résumer, c'est qu'on utilise des librairies externes pour plein de sujets parce qu'ils font très bien quelque chose et qu'on n'a pas envie de tout refaire. Ça peut nous mettre à risque parce que ces librairies, on ne les connaît pas et elles peuvent très bien avoir des failles, qu'elles soient volontaires, et dans ce cas-là, c'est effectivement un supply chain hack, ou alors involontaire, et dans ce cas-là, je me rends en fait vulnérable à certaines attaques par le biais de ces librairies-là. Je vais vous expliquer via un exemple très concret qui est arrivé récemment et qui, pour le coup, là, a hacké les plus grosses entreprises qui, normalement, ont des gens qui font ça, ont des gens qui sont chargés de comprendre comment ça marche et de sécuriser les applications. Et vous allez voir, pourtant, ils se sont fait avoir. Là, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est l'exemple du chercheur en sécurité qui s'appelle Alex Birsan, qui a développé en fait une méthode pour injecter du code malicieux dans des outils de développeurs, des outils open source, afin d'exploiter en fait les dependencies que ces organisations vont utiliser en interne. Je m'explique. En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que Alex Birsan, il a juste ajouté du code dans des outils qui sont en charge de télécharger les librairies tierces qu'utilisent les développeurs pour se simplifier la vie. Et les développeurs, ils se simplifient la vie aussi chez Apple, chez Microsoft, chez Shopify et chez PayPal. Et donc ce qu'il disait, c'est que tout ça, ça a commencé pour essayer de faire une recherche pour hacker PayPal, de façon éthique, bien sûr. Et toutes ces entreprises, en fait, elles utilisent des dépôts publics sur GitHub pour télécharger leur librairie third parties qui leur permettent de leur simplifier la vie. Et en fait, Alex Birsan a utilisé ces dépendances au sein des applications, et donc dépendances qui sont téléchargées automatiquement par les développeurs pour propager des malwares au sein des applications internes des différentes entreprises. Il a fait ça sur une première compagnie, PayPal,
et il s'est aperçu que le taux de succès était juste énorme. Donc ça marchait super bien. Après, en fait, ce qu'il a essayé de faire, c'est qu'il a poussé ça sur d'autres entreprises et il s'est aperçu que ça marchait aussi, et pourtant des grosses entreprises. Ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a testé ça dans 35 organisations, donc Apple, Shopify, PayPal, Microsoft, des grosses entreprises qui sont très orientées tech et développement. Et au-delà de ça, en fait, il a testé surtout sur 3 langages: Python, avec le pip install, Ruby, avec les gemmes, et Java. L'idée derrière, c'est qu'en fait, il a poussé avec une simple commande pip install et tu mets le nom du package, qui sont très utilisés en développement, en Python notamment. Ça permet d'installer d'autres dépendances, des blocs de code qui sont partagés entre différents projets. Et en fait, ces installeurs, comme le Python Package Indexed pour Python ou NPM et le NPM Registry pour Node, sont habituellement reliés à du code public que tout le monde peut mettre à jour de façon gratuite et partagée. Ça se retrouve sur des repos publics, sur GitHub, très souvent. Et donc, en fait, quand toi, tu télécharges et tu utilises tous ces packages qui viennent d'une autre source, tu fais confiance au publisher de ce code source et tu lui fais surtout confiance pour exécuter ce code source sur ta machine, finalement. Et c'est là qu'en fait, c'est un peu cette confiance aveugle qu'on fait à ces développeurs de ces codes qu'on va utiliser, qui nous permet d'exploiter du code malicieux quand je suis un hacker. Donc c'est pour ça qu'il faut faire effectivement très attention. Et donc c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait ça sur Node, il a poussé du code malicieux. Les développeurs font une confiance un peu aveugle, effectivement, en faisant des npm updates et ainsi de suite. Ça télécharge le code source, ça l'exécute sur la machine, et boum, je suis dans l'organisation. Donc il faut faire excessivement attention à ce que vous récupérez comme code source. Il faut peut-être le scanner, ainsi de suite, ou le faire tourner dans des outils. Et c'est là que je veux en venir, et c'est de ça dont on va parler tout de suite. Comment se sécuriser pour ne pas retomber dans le piège de ce genre d'attaque, qui finalement est excessivement simple. On en parle tout de suite dans la suite de la vidéo. Quels outils utiliser pour ne pas tomber dans ce genre de piège? C'est excessivement simple, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des outils de type SCA, pour Software Composition Analysis. Les outils de type Software Composition Analysis, je vais dire SCA maintenant, en fait, ils vont regarder quels sont les composants open source qui sont utilisés au sein de ton application, au sein de ton code source, au sein de ta base de code, et il va regarder s'il n'y a pas des vulnérabilités connues qui seraient en fait téléchargées via ces composants externes. Et donc en fait, il va se baser sur ce qui est connu au sein de bases de vulnérabilités comme CVE Details, et il va essayer d'identifier les liens entre le code source que toi tu as téléchargé et des vulnérabilités connues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que tu vas injecter effectivement du code open source dans ton application, tu n'as pas la main là-dessus. Tu ne sais pas comment ça va se comporter dans le futur à chaque fois que tu mets une mise à jour. Parce qu'aujourd'hui, il peut être très bien, demain, il peut ne plus être sûr, avoir une vulnérabilité, et c'est là que les ennuis commencent pour le coup. Et donc c'est pour ça qu'il faut systématiquement, lorsqu'on fait une mise à jour de tous ces composants, ou dès qu'on veut exécuter le code, il faut être certain de la qualité et de la sécurité du code que tu es en train d'exécuter. Pour ça, un humain ne va pas suffire, et donc il faut des outils. Le SCA va résoudre ce genre de problème. Tu le mets dans ta chaîne de build, tu le mets sur ton poste de développeur, et puis en fait, tu vas pouvoir scanner ton code, scanner les dépendances, et voir s'il n'y a pas des vulnérabilités connues. Et tu vas voir en fait si tu ne fais pas rentrer le loup dans la bergerie, là pour le coup. En fait, le SCA, il doit être placé assez tôt dans ton Software Development Lifecycle. Pourquoi? Parce que plus tu vas repérer ça tôt, et moins tu auras de problèmes, parce que sinon, en fait, ça va pouvoir se diffuser au sein de ton organisation, et un malware qui se diffuse, ça peut se diffuser très vite et avoir des conséquences dramatiques. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait quand on télécharge du code source qui vient d'Internet, que ce soit sur des sites, mais également, là, dans ce cas-là, en tant que développeur, on a aussi une responsabilité de télécharger du code source de qualité et sécurisé. Et pour ça, on le teste, on regarde et on fait du security testing via des outils de type SCA, Software Composition Analysis. Il va regarder tout ton applicatif et il va aller scanner
chaque composant open source, chaque librairie externe, et à partir de ça, il va essayer de voir s'il n'y a pas des vulnérabilités connues à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est très clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Et de toute façon, je vais faire une vidéo bien plus grosse sur le DevSecOps, tous les outils qui rentrent dans le DevSecOps, et à partir de ça, vous allez beaucoup mieux comprendre. Je vais utiliser la métaphore du château fort pour vous expliquer le DevSecOps. Vous allez voir, c'est crystal clear. Mais là, pour le coup, le SCA règle le problème particulier dont on parle aujourd'hui, qui est la sécurité des librairies open source qu'on met dans son code. Et je pensais qu'il fallait en faire une vidéo spécifique, parce que c'est un problème qui est vraiment critique et qui est spécifique pour le coup à nous, développeurs de code. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi avec le code qu'on télécharge un peu partout d'Internet. Voilà. Voilà pour un tour d'horizon rapide de la sécurité des librairies. La méthode pour rentrer dans une organisation via ce genre de petits codes sources qu'on utilise tous quand on est développeur, parce que ça résout d'énormes problèmes qu'on peut avoir au jour le jour. Néanmoins, il faut le faire de façon responsable, donc il faut s'assurer que tout est bien sécurisé, tout est de bonne qualité, et ce que j'envoie ne va pas me causer plus de problèmes que ça ne m'en résout. Première chose. Ça évolue à travers le temps, ce qui pouvait être sécurisé à un moment M ne l'est plus 3 mois plus tard, parce que justement c'est là que le hacker va prendre possession du repo et puis il va pousser son code malveillant. Donc il faut tester en permanence. Pour ça, il n'y a qu'une seule solution, les outils automatiques qui vont nous permettre en fait de résoudre ce genre de problème, parce qu'ils vont scanner en permanence à chaque release, à chaque build, à chaque push request, pull request et ainsi de suite. Donc ça, c'est les SCA, Software Composition Analysis. Il y en a plein. Cherchez sur Internet si vous voulez des noms. Posez des questions en commentaire si vous voulez des noms. Je serai ravi de vous donner, moi, ce que je trouve intéressant comme SCA aujourd'hui sur le marché. Et voilà, j'espère que c'était clair pour vous. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. En tout cas, c'est un vaste sujet. On pourra en faire des vidéos suivantes si jamais ça vous intéresse. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur plein d'autres sujets. J'ai plein d'autres idées. Et on reprend sur les chapeaux de roue. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.